passer immédiatement à la présentation suivante, donc par Jérôme Rivas, qui nous arrive de la région de Saint-Étienne. Il va nous enseigner au collège Leonardo da Vinci. Je demande quelques instants le temps de m'installer par rapport à un diaporama que j'ai fait. Bon, nous allons enfin pouvoir entendre Jérôme, donc je te donne la parole immédiatement. C'était bien sûr pour me faire désirer que je vous ai fait attendre un petit peu. Je suis désolé, mais la première image représentant justement la confrontation entre Bernard et Abélard ne s'affiche pas sur le diaporama. Bon, c'était une eau forte du début du XXe siècle, parce que finalement, et c'est peut-être étonnant, il y a assez peu de représentation de cet affrontement. En avant-propos, je voudrais remercier chaleureusement les organisateurs pour leur recueil et Laurence Mellerin pour son invitation, m'accordant sa confiance et l'honneur de figurer parmi des maîtres tels que Guy Laubrichon, le biographe d'Héloïse, m'offrant également le privilège de revoir Rome, ce qui, à 9 siècles de distance, me singularise immodestement de Maître Pierre, jamais parvenu jusqu'à la cité pontificale. Pour un membre de l'association culturelle Pierre Abélard, venir parler de sa figure tutélaire dans un colloque sur Bernard a quelque chose, sinon d'hérétique, en tout cas de savoureux. Nul doute qu'Abélard aurait apprécié de disputer en ce lieu, même si je ne vais pas jouer les avocats du diable de ce satané orgueilleux logicien que voyait Bernard et plaider sa cause auprès du Saint-Père. L'arbitrage a de toute façon déjà eu lieu, puisque le pape Benoît XVI, lors d'une audience générale en 2009, a tenté sinon de réconcilier, du moins d'expliciter, la confrontation de deux modèles théologiques, la théologie du cœur et la théologie de la raison. Plus sérieusement, tous les chemins mènent-ils à Rome? Sic et non. Ainsi semble-t-il du bienheureux Saint Bernard face au malheureux Pierre Abélard. Entre l'abbé de Clairvaux, canonisé à la fin du XIIe siècle, et le philosophe théologien, vu notamment comme un martyr de la pensée au XIXe siècle, il y a en effet comme un hiatus, voire une ironie vis-à-vis des destins contraires, de la chimère de son siècle, dixit Bernard, et du Socrate de la Gaule, le Platon sublime de l'Occident, notre Aristote, selon Pierre le Vénérable, mais aussi entre les destinées romaines contrariées, du dernier des pères de l'Église et celle du premier Rome moderne. Geoffroy d'Auxerre, qui s'assura personnellement de la rédaction de la 3e partie de la Vita Prima, et dont il fut véritablement pour l'ensemble de la géographie de Bernard l'impresario d'envergure, exprima cette dichotomie en ces termes. En vérité, comment ce Pierre, qui s'écartait tant de la foi de Pierre, aurait-il pu trouver un refuge auprès de la chair de Pierre? Car entre Abélard et Rome, ce fut une rencontre qui n'eut que partiellement lieu. Pour le dire vulgairement, quelque chose a cloché de son vivant. Alors qu'on lui prédisait une belle carrière ecclésiastique qui aurait pu le mener au cardinalat, voire au trône de Saint-Pierre, Abélard ne vint jamais à Rome, bien qu'il ait envisagé par 2 fois de s'y rendre, en vain. Après Sens, dans une tentative bien connue, il a également songé à se rendre dans la ville éternelle après sa castration pour se plaindre de la faiblesse de la condamnation de l'oncle d'Héloïse, le commanditaire de l'attentat contre sa personne. Même si la personne d'Abélard ne parvint jamais dans la ville éternelle, il en alla tout différemment de ses idées, où l'influence abélardienne y fut manifeste, comme certains de ses contemporains en témoignent. Dès 1118, Foulques, prieur de deuil, le constate dans sa lettre adressée à Maître Pierre. Rome t'envoyait ses élèves à instruire, et elle, qui autrefois infusait à ses auditeurs la science de toutes les disciplines, faisait la démonstration, en te confiant avec intelligence ses étudiants, que tu étais encore plus intelligent qu'elle. C'est d'ailleurs bien le fait que les idées d'Abélard y soient bien en cours et que son auteur y soit tenu en haute estime par quelques membres influents du haut clergé romain qui pousse Guillaume de Saint-Thierry à écrire notamment à Bernard pour l'avertir que ses livres traversent les mers, franchissent les Alpes, et ses nouveaux avis au sujet de la foi sont prêchés avec enthousiasme et défendus ouvertement, à tel point qu'ils ont même acquis de l'autorité, paraît-il, auprès de la curie romaine. Je vous le dis,
Votre silence est aussi dangereux pour vous que pour l'Église de Dieu. Que s'est-il passé pour qu'à 20 ans d'intervalle, l'enseignement d'Abélard puisse être d'abord vu comme un bienfait pour les étudiants romains, puis comme un danger pour l'Église tout entière? Au-delà de l'emphase de la déclaration de Foulques et de l'exagération de Guillaume, force est de constater que partisans comme contempteurs se rejoignent sur le plan saillant de l'importance de son enseignement. Pour preuve, 2 de ses anciens étudiants devinrent papes, et peut-être est-ce à ces personnalités auxquelles Guillaume songe lorsque, pour ne pas jouer les Cassandres, il s'institue vigie ou lanceur d'alerte. Il ne pouvait trouver qu'un écho favorable auprès de Bernard, pour qui, en substance, un cœur qui rayonne vaut mieux qu'un esprit qui brille. Ce qui se joue aussi dans cette fabrique de la sainteté opérée par Geoffroy en vue d'obtenir la canonisation de Bernard, c'est parallèlement la réaffirmation de l'hérésie d'Abélard dans le processus en cours de réforme grégorienne. Grande différence pour un grand différent, pour reprendre l'expression de Pietro de Serbie, qui qualifie de la sorte la rivalité bien réelle entre Bernard et Abélard. Car tout semble bien opposer ces deux-là. Pierre Abélard incarne tout ce dont Bernard se méfie, l'intelligence triomphante, l'arrogance dominatrice, les prouesses dialectiques, une célébrité immense fondée sur la foi, passée au crible de la raison, au détriment de la vie intérieure. À l'instar de Pierre Aubé, l'historiographie des 100 dernières années a sinon fixé, du moins établi, une série d'oppositions entre les deux hommes pour expliquer leur combat. Un conflit religieux au XIIe siècle, une lutte entre la théologie monastique et la théologie urbaine, un affrontement entre le cloître et l'école, sans parler des heurts entre théologiens rigoristes et laxistes, voire de théologie chaude versus théologie froide. Autant de formules ayant fait mouche et date pour qualifier la nature du duel entre les deux géants de la pensée religieuse des années 1120-1140. En somme, c'est une certaine tradition contre une certaine modernité, ou pour le dire simplement, trop de tête, pas assez de cœur, comme aurait pu le reprocher Bernard à Abélard. Une historiographie en tout cas traditionnellement plutôt favorable à Pierre Abélard, bien que ce ne fût pas toujours le cas, jusqu'au XVIIe siècle tout du moins. Est-ce le syndrome Poulidor, des perdants magnifiques, dont la flamboyance génère invariablement la sympathie? Pas forcément. Lorsque Pierre Lasserre écrit en insistant sur la dimension psychologique de l'affrontement, il dit « Quand l'hérésie a pour champion un homme doué du génie d'Abélard, ses luttes contre l'autorité orthodoxe sont émouvantes. » Mais il rajoute « Abélard, breton comme Pélage, descend d'insulaires et d'émigrants que Rome ne put soumettre, et qui sont demeurés étrangers à cette école unique de discipline et d'action. » Bernard, en reprenant une catégorie antique de l'hérésie, accusait justement Abélard d'être un nouveau Pélage. Mais puisque nous sommes à Rome, comment ne pas citer le fait que la fiction fait écho également à cette antipathie pour Bernard et cette sympathie pour Abélard, puisque dans Le Nom de la Rose d'Umberto Eco, tous deux prennent place dans un dialogue fictif entre Jorge de Burgos, le vieux moine aveugle, représentant de la tradition présentée comme la plus obscurantiste dans le film éponyme de Jean-Jacques Hano, et Guillaume de Baskerville, esprit ouvert à la raison nouvelle. Le premier se réjouissant que Saint Bernard sut intervenir à bon escient contre Abélard, qui voulait soumettre tous les problèmes à l'examen froid et sans vie d'une raison dénuée de la lumière des Écritures. Certaines études, comme celle de Christian Trottmann en 2017, suggèrent que les choses sont plus complexes que cette présentation heuristique pourrait le laisser supposer. Par ailleurs, dans des articles importants où il propose une nouvelle datation du concile de Sens, 1141 plutôt que 1140, et au-delà de l'opposition intellectuelle et religieuse, Constant Muse a aussi réintroduit une dimension politique et sociale dans l'affrontement Bernard-Abélard, tandis que Winterball a insisté sur l'aspect juridique et littéraire. Partons de ces quelques dissymétries entre les deux hommes, sans aller jusqu'à les rapprocher, en postulant l'hypothèse audacieuse de Matthias Perkam que l'ami réel ou fictif de l'Historia Calamitatum d'Abélard pourrait être Bernard, ou dans une perspective freudienne, d'une rivalité mimétique, où l'un détesterait ce qui lui rappelle ses propres défauts chez son vis-à-vis. L'opposition de style a été quelque peu nuancée depuis, une simple querelle, sinon de clocher, du moins d'ego, entre deux fortes têtes, et Pietro de Serbie notait déjà que ce qui est décisif pour saisir le contraste relève plus de la différence des méthodes que celle des contenus.
Il n'en reste pas moins que toutes ces qualifications disent quelque chose, des relations tumultueuses entre l'abbé de Clairvaux et la gloire des écoles parisiennes. Car avant d'être un lieu commun historiographique, ce fut d'abord une dispute à vif de purs esprits que les sources médiévales ont actée ou fabriquée dès le siècle de Bernard et Abélard. Ainsi du passage du livre 3 de la Vita Prima de Geoffroy. Il faut brièvement ajouter en quoi Bernard, le serviteur fidèle et avisé, a si magnifiquement déployé son action pour défendre la foi. En ces jours-là vécut Pierre Abélard, maître remarquable et très célèbre par la réputation de science, mais qui enseignait des doctrines dangereuses pour la foi. Extrait symbolique ou plutôt symptomatique, car il émane d'un ancien follower, pour reprendre l'expression de David Lescombe, d'Abélard, jadis son ancien étudiant. Est-ce la preuve du zèle du néo-converti qui brûle ce qu'il a adoré, ou le signe supplémentaire du talent oratoire de l'abbé cistercien dont la foi fut capable d'ébranler des montagnes, celle de Sainte-Geneviève? L'on peut de sorte se demander quelles images partisanes des relations de Bernard et d'Abélard, entre vérité apologétique et silence hagiographique, la Vita Prima de Geoffroy donne-t-elle à lire à ses contemporains et à la postérité? Et plus largement, en arrière-plan, la question de savoir comment se fabrique la sainteté et l'hérésie au XIIe siècle, dans un double contexte de fragile unité de l'Église, avec la préservation de l'ordre social par la lutte contre les désordres politiques et la sanctification de figures inspirantes, et de construction de la monarchie pontificale, dans un processus grégorien qui s'accentue. Nous pouvons garder à l'esprit cet avertissement de Guy Laubrichon. Si Geoffroy est par excellence le gardien du souvenir bernardin, il n'est pas pour autant le plus fiable et n'échappe pas à tout soupçon. L'agent d'une canonisation de Bernard ne se fit-il pas l'artisan dès lors d'un vaste ravalement de la figure du saint? D'évidence, un salutaire retour à la source et aux sources de la controverse, ainsi qu'à la chronologie s'impose, pour éclairer la genèse d'un antagonisme en vérité quasi gémellaire, culminant au chaos de Sens et ses conséquences claravaliennes puis romaines. Car entre le synode de Soissons, 1121, et le concile de 1141, le chemin de croix d'Abélard n'a-t-il pas été, sinon un caillou dans la chaussure de Bernard, du moins une pierre de taille sur la route vers sa canonisation? Première partie, Bernard Abélard, genèse d'un antagonisme gémellaire. Actant le constat de Jean Jolivet et Jacques Verger, établissant des vies divergentes plutôt que des vies parallèles, malgré des points de départ fort proches, quelques points communs, plus nombreux qu'on ne pourrait de prime abord le penser, se font jour entre Bernard et Abélard, comme ce tableau synoptique essaie de le montrer. Deux hommes ayant vécu 63 ans, deux fils de chevaliers, avec deux tempéraments affirmés, fruit d'une géographie, voire d'une psychogénéalogie parfois convoquée, pour expliquer le différend entre le petit seigneur breton et l'aristocrate bourguignon, le frêle David face à l'imposant Goliath, l'homme des villes face à l'homme des bois, le moine sans vocation, attiré tel saint Jérôme par l'érénitisme vis-à-vis du moine convaincu, cénobite par conviction, tous deux admirés et discutés. Ces couples d'opposition, tels le noir contre le blanc, ou plutôt le moine noir contre le moine blanc, s'appuient à la fois sur des sources tranchées, le rhinocéros indompté, et une historiographie abondante, le rhinocéros laineux, tel que qualifie Pierre Aubé, Bernard. De sources tranchées, la Vita Prima est assurément sujette à caution par sa nature même. Eu égard à cette difficulté de l'impénétrabilité d'une biographie hagiographique, pour reprendre l'expression éclairante d'Adrian Bredero, il faut d'autant plus la confronter avec d'autres sources qui posent elles aussi quelques problèmes, comme l'Historia Calamitatum, un texte littéraire qui filtre les souvenirs et non un document de témoignage historique brut, ou la chronique d'Autant de Fressing qui pointe des critiques envers Bernard. La géographie de Geoffroy a d'autant plus d'intérêt qu'elle est à l'instigation d'un ancien disciple d'Abélard, devenu zélé secrétaire de Bernard. Quelques mots sur sa biographie d'avant sa conversion. Né vers 1120 à Auxerre, Geoffroy, appelé aussi de Clairvaux, suit les cours de Pierre Abélard à Paris avant d'entrer dans l'ordre cistercien, suite au sermon sur la conversion des clercs prononcé par Bernard en 1140. C'est donc un document intéressant car il émane, comme pour Guillaume de Saint-Thierry du reste, de quelqu'un qui a connu de l'intérieur le monde des écoles, mais aussi les deux figures extraordinaires de la première moitié du XIIe siècle. Un document exceptionnel, donc, mais qui a subi une réécriture unifiante,
de son vivant même, puisque celui de ses secrétaires qui lui manifeste la plus grande admiration, le plus intelligent aussi, le préféré, peut-être, Geoffroy d'Auxerre, engrange anecdotes et souvenirs sur son maître, collecte matériaux et témoignages, mais il opère également un travail de révision, en gommant les aspérités des textes littéraires de Bernard. C'est une compilation d'une véritable vie de saint avant l'heure, mais aussi de son double déformé, une vita de l'hérésiarque. À cette époque, vivait Pierre Abélard, lorsque ses écrits pleins de blasphèmes très graves commencèrent à circuler partout, affirme Geoffroy. Devenu moine vers 1118, après son émasculation, Abélard bénéficie de la bibliothèque de Saint-Denis et du temps nécessaire pour se consacrer à l'étude, en n'ayant pas encore repris son enseignement. Abélard rédige alors son premier ouvrage de théologie, qui a circulé de manière importante vers 1120, de l'unité et de la Trinité divine. En adoptant une lecture chronologique des œuvres d'Abélard, c'est toute la séquence allant de Soissons à Sens que l'on peut envisager à nouveau frais, ce que le livre de Pietro de Serbi de 2002 invitait déjà à faire, et peut-être d'ailleurs à réinterroger cette séquence, cette fois en se concentrant, sinon faute de source, sur le rôle qu'a pu tenir Bernard avant Sens, du moins sur la genèse de l'antagonisme gémellaire entre lui et Abélard. Première séance dans la séquence, le synode de Soissons, qui a bien moins attiré les regards des commentateurs que celui de Sens. En écho au complot sans cesse renaissant et infiniment ramifié qu'Abélard dépeint dans l'Histoire de mes malheurs, Bernard aurait-il pu être déjà à la manœuvre, comme le suggère Michael Clanchy, le biographe d'Abélard. C'est une hypothèse ténue qui repose sur l'hostilité du protecteur de Bernard, Guillaume de Champeaux, contre son ancien étudiant. Même s'il s'agissait d'une influence dans l'ombre, l'Histoire de mes malheurs n'en aurait-elle pas dit déjà quelques mots ? Celle-ci évoque à une seule reprise Bernard, de manière quelque peu voilée, mais explicite pour les lettrés du temps, puisqu'elle parle de nouveaux apôtres, et Héloïse plus tard parle de pseudo-apôtres. Lorsque Bernard écrit « Que m'importe la philosophie, mes maîtres sont les apôtres, ils ne m'ont pas appris à lire Platon et à démêler les subtilités d'Aristote », est-ce une réponse indirecte à Abélard ou à cette critique ? Cette formule abrupte de Bernard cache mal une sourde inquiétude liée à un temps de mutation rapide où l'enseignement sort du cloître vers les villes. Par ailleurs, quand Abélard mentionne les amis qui l'abandonnent, notamment après la première condamnation de Soissons, fait-il allusion à Guillaume de Saint-Thierry ? « Moi aussi, je l'ai aimé », écrit-il dans sa lettre à Bernard. Il fut peut-être son condisciple à l'école d'Anselme à Laon, vers 1113, et un ancien admirateur du maître parisien, à l'instar de Geoffroy. On sait par ailleurs que le 20 janvier 1131, le pape Innocent II, qui cherche en France des soutiens dans sa lutte contre l'antipape Anaclet, vint à Morigny, près d'Étampes, consacrer un autel dans la nouvelle abbatiale. C'est à cette occasion que... Il y a des choses qui n'apparaissent pas, c'est pas grave. C'est à cette occasion que la première rencontre supposée entre Bernard et Abélard est attestée par cette chronique de Morigny qui stipule que les deux hommes qui y ont assisté en tant que personnages notoires, mais aussi la première et unique fois où Abélard rencontre le pape Innocent II, ainsi que des membres de la curie romaine, avec lesquels il semble encore bien en cours, malgré la condamnation de Soissons. Morigny est donc le lieu séminal de leur rencontre et le Paraclet, un premier champ de bataille indirect. La fondation d'Abélard, devenue avec l'installation d'Héloïse et ses sœurs en 1129 un monastère féminin qui bénéficie de nombreuses donations, suscite l'attention de Bernard. Lors d'une visite auprès d'Héloïse, il ne manque pas de s'étonner que lors de la récitation du Notre Père, il ait fait mention non de notre pain quotidien, mais de notre pain super substantiel. Informé par Héloïse de la mauvaise surprise de Bernard, Abélard écrit à l'abbé de Clairvaux pour revendiquer avec assurance la paternité de cette formulation plus intellectuelle et théologique. Ignorance de l'anecdote ou silence hagiographique, ces premières escarmouches ne sont pas évoquées par Geoffroy, qui préfère se concentrer sur les ouvrages les plus notables de Maître Pierre. Lorsque ces écrits, pleins de blasphèmes très graves, commencèrent à circuler partout, des personnes savantes et fidèles rapportèrent à l'homme de Dieu les nouveautés impies qui pullulaient tant dans les expressions que dans les idées de cet homme exécrable. Les nouveautés impies dans la bouche de Geoffroy, mais aussi de Guillaume, ce sont les doctrines nouvelles, contraires à la tradition des autorités scripturaires et patristiques, donc fausses. C'est en effet quelques années plus tard une lettre de Guillaume de Saint-Thierry à Bernard de Clairvaux et Geoffroy de Lèves, évêque de Chartres, qui va sonner le tocsin et enclencher la procédure. Guillaume, en tant qu'abbé de Saint-Thierry, était probablement présent à Soissons, puisqu'il certifia un document avec le légat Conon de Préneste, présent sur place à cette même date. Étant le dénonciateur principal d'Abélard à Sens,
20 ans plus tard, il ferait ainsi le pont entre les deux conciles et le lien entre les accusations. Redevenu simple moine cistercien à Signy, par amitié et admiration pour Bernard, il semble bien être une des personnes savantes et fidèles qu'évoque Geoffroy et joue le rôle de lanceur d'alerte avec une lettre d'avertissement brève, suivie d'un traité pointant les sujets de contentieux avec Abélard. Pourquoi on appelait aussi à Geoffroy de Lèves, c'est le légat pontifical en France, et Bernard se heurte à des oppositions concernant la légitimité de son intervention auprès du pape. Il critique Abélard, à la fois moine et professeur dans les écoles, mais il n'a rien à faire non plus comme abbé cistercien dans les affaires de la papauté. Il a absolument besoin d'associer la responsabilité et l'autorité de l'épiscopat à sa démarche. Concernant Bernard, plus que ses compétences de théologien, c'est à ses talents en matière de rhétorique et à son réseau d'influence que Guillaume veut faire appel. La foi même de l'Église lui paraît menacée. Il faut pour la défendre un champion capable de se faire entendre, car il ne s'agit pas de détails. La Trinité, la grâce, la rédemption, tant de nouveautés qu'Abélard renseigne et enseigne. Aussi, pour persuader Bernard d'intervenir, il touche avec habileté plusieurs cordes sensibles, l'hérésie, qui, tel le renard dans la vigne, s'insinue au sein même de l'institution ecclésiale en général, et en particulier dans la curie romaine. Bernard n'y a plus l'influence de naguère, Innocent II lui doit trop, et sait que s'y trouvent de fervents partisans d'Abélard, comme Guy de Castello ou Hyacinthe Bobonne. Quand est-ce que cette lettre a pu être envoyée? Il faut pour cela en revenir à la chronologie. Pour les 10 dernières années de sa vie, pour la vie d'Abélard, nous n'avons plus ce guide exceptionnel que constitue l'Historia Calamitatum. Il faut donc avoir recours à d'autres sources, certes relativement nombreuses pour un professeur, mais il demeure des lacunes biographiques. En général, on considère qu'il est de retour à Paris vers 1132-1133, car comme l'a montré Robert-Henri Bottier, son protecteur Étienne de Garlande est rentré en grâce. L'Historia Calamitatum serait ainsi une véritable opération de relations publiques, selon John Marenbon, destinée à préparer son retour, puisqu'il va abandonner en quelque sorte l'abbaye de Saint-Gildas, où il se trouve. En général donc, on considère qu'il est de retour à Paris vers 1132-1133, je l'ai dit, et il reste jusqu'à 1140 environ, avec une éclipse vers 1137, où il retourne peut-être à Provins. Si l'on reprend la chronologie de manière plus fine, on sait avec certitude que son élève Jean de Salisbury suit ses cours de logique à Paris en 1136 et parle d'Abélard comme d'un maître clair, admiré de tous. Malheureusement parti trop précipitamment selon lui. En 1137, très probablement, Abélard quitte Paris après la disgrâce définitive d'Étienne de Garlande, suite à la mort de Louis VI et l'accession au trône de Louis VII. Où va-t-il? Il y a peu d'indices. Le Paraclet, Saint-Ayoul à Provins. Pendant 1 ou 2 ans, il est absent. Il rédige probablement à ce moment-là son Éthica et il revient en 1139 et enseigne de nouveau la théologie sur la montagne Sainte-Geneviève jusqu'en 1141. Pour l'attester, Christophe Grélard se sert d'un passage de l'Historia Pontificalis de Jean de Salisbury en 1164 et relatif à Arnaud de Brescia. Il affirme qu'Arnaud vint en France et il s'attacha à Pierre Abélard et encouragea ses partisans avec Hyacinthe, désormais cardinal, Hyacinthe Bobonne, avec une grande application contre l'abbé de Clairvaux. Mais, après que Maître Pierre s'en fut allé à Cluny, demeurant à Paris sur la montagne Sainte-Geneviève, il enseigna l'écriture sainte, Arnaud enseigna l'écriture sainte aux écoliers à Saint-Hilaire, et c'est là que la mention est importante, où le Pierre susdit avait autrefois été accueilli. Dans ce texte écrit une vingtaine d'années après les événements, s'appuyant sur ses souvenirs, Jean de Salisbury rapporte des faits dont il a été probablement le témoin, car il est encore à l'époque étudiant. Il n'y a pas ou peu de traces de l'enseignement d'Abélard à cette époque, mais on sait depuis sa condamnation de 1121 qu'il a continué à écrire, à l'instar de sa théologie qu'il remanie sans cesse. Work in progress, d'une pensée en mouvement et en tension, au fil de ses travaux et des attaques dont il a fait l'objet. Selon Constant News, par exemple, pour répondre aux critiques formulées contre son traité de théologie, Abélard s'appuie davantage sur les autorités après Soissons, notamment dans son Sic et Non, où il s'efforce de concilier les propositions contradictoires des pères de l'Église, en scrutant notamment leur intention. Bernard, fidèle à sa volonté de ne pas vouloir trop se mêler des affaires du monde, ne semble pas pressé de s'opposer à Abélard. Dans sa réponse à Guillaume, il convient qu'il y a matière à s'inquiéter, même s'il n'a que survolé le traité envoyé, et il propose une entrevue quand l'office religieux pourra lui en laisser le temps. La rencontre différée est prévue après Pâques 1140. A-t-elle eu lieu? Soucieux de ménager l'amour-propre d'Abélard, Bernard vient le trouver, selon Geoffroy.
avec sa bonté et sa bienveillance coutumière, désirait corriger l'erreur sans couvrir de confusion la personne, alla le voir pour l'avertir en secret. Il se comporta à son égard avec tant de modestie et de raison que l'autre, touché lui aussi de regret, promit qu'il corrigerait toutes ses erreurs. La sagesse et la prudence de Bernard sont mises en avant par Geoffroy. Donnant secrètement ses recommandations, il a agi à la fois raisonnablement, sans publicité afin de ne pas faire éclater le scandale, et auquel Abélard est sensible, d'autant que sa fama a été régulièrement écornée, et avec modération, à tel point qu'il semble l'avoir pénétré d'un vif regret, le poussant à s'en remettre à son jugement et à s'amender. À quelle occasion et où a-t-il rencontré secrètement Abélard? Vraisemblablement à Paris, et c'est là qu'il faut faire le rapprochement avec le sermon aux étudiants parisiens. Suite au refus d'Abélard de modifier ses écrits, il s'est adressé indirectement à lui par les prédications faites à la fin de l'année 1140 et au début de l'année 1141, prédications qui ont donné naissance au traité déconversionné. Ce sermon n'est-il pas à réévaluer dans l'enchaînement des faits? Voir Bernard chassé sur ses propres terres de la montagne Sainte-Geneviève, et alors que sa position est fragilisée depuis l'accession au trône de Louis VII, est peut-être le signal pour Abélard qu'il faut mener un dernier combat contre l'apôtre de ce temps. Est-ce aussi parce que Bernard vient sur son propre terrain labourer les terres estudiantines, chères au maître parisien, et recruter là même où il rencontra ses plus grands succès, qui le pousse à réagir? Une sorte de cruel renversement de perspective pour Pierre, lui qui faisait le siège depuis la montagne Sainte-Geneviève de l'école de Guillaume de Champeaux, le protecteur de Bernard. C'est désormais ce dernier qui assiège la citadelle abélardienne en secouant la torpeur de leurs âmes par un ultimatum au clerc. Même si la perspective apologétique de retournement vers Dieu est évidente, il semble que par sa verve rhétorique, avec un effort de culpabilisation et de dramatisation de l'urgence de la conversion, certains étudiants ont été bouleversés par son sermon, comme Geoffroy, qui a visiblement le souci, à ce moment de son récit, de ne pas dévoiler qu'il se trouvait précédemment dans le camp d'Abélard. Dans un autre sermon, Geoffroy a aussi relaté qu'il a été l'élève d'Abélard à Paris, mais en prenant très clairement ses distances avec lui. Il rend grâce à Dieu de lui avoir donné en la personne de Bernard un meilleur maître que Pierre, dont il parle comme d'une erreur regrettable. Est-ce que la conversion de Geoffroy a été aussi radicale que ses condisciples, au point que ses condisciples semblent stupéfaits? Il est difficile de déterminer ce qui relève des topoi apologétiques ou des silences hagiographiques. La prédication qu'a entendue Geoffroy à Paris, s'il s'agit bien du sermon au clerc sur la conversion, il n'y a aucune allusion de Dieu à un auditoire spécifique, une opposition tranchée entre théologie monastique et théologie scolaire, aucune allusion à Sens ou à Maître Pierre. Manifestement, le traité a été conçu sans prendre en compte le conflit de Sens, et la date de composition doit en tout état de cause être située avant le déclenchement de ce conflit. Il est possible en revanche de penser que ce sermon a été prêché à la Toussaint 1140, car ce texte a été placé dans un recueil de sermons de Bernard, les sermons de l'année, avec cette fête du 1er novembre. Bernard oppose un ordre de certitude à un désordre de conjecture intellectuelle et insiste moins sur la libido sciendi et ses risques sur la volupté sous toutes ses formes. Il déplore la curiosité inquiète et presse l'étudiant parisien d'ouvrir les yeux sur sa propre insatisfaction, son insatiabilité, pour qu'il en vienne à la conversion. Geoffroy suggère en tout cas que l'entrevue avec Abélard a suffisamment produit des faits pour qu'Abélard semble dans un premier temps regretter certains de ses écrits. Mais quand il se fut éloigné de lui, le dit Pierre, excité par d'iniques conseils et confiant par malheur dans les forces de son intelligence et dans sa longue pratique de la dispute, répudia son plus sage propos. Suggérant que le ver est dans le fruit, le récit de Geoffroy semble corroborer le fait qu'Abélard, mal conseillé, n'en fait qu'à sa tête, tel l'hérétique impénitent. Qui sont les iniques conseillers? On peut penser notamment à Arnaud de Brescia dans le contexte des suites du concile de Latran II, qui met fin au schisme d'Anaclet et qui chasse d'Italie Arnaud. Il était peut-être inévitable qu'Abélard soit considéré par ses critiques comme prêtant son appui à des forces subversives de l'ordre social. En l'absence d'écrits d'Arnaud, il est impossible d'évaluer si ce prédicateur italien était vraiment une figure aussi dangereuse et aussi subversive à cette époque que Bernard de Clairvaux l'a fait apparaître. Il ne fait aucun doute cependant que la situation politique en Europe était devenue si polarisée qu'il était de plus en plus difficile pour quiconque de critiquer l'autorité papale sans être accusé d'être un hérétique. À Sens, Abélard était peut-être accompagné d'Arnaud, dont l'idéal de pauvreté évangélique amena à dénoncer la corruption du clergé. Geoffroy d'Auxerre prend soin de préciser que ce n'est qu'à son corps et son esprit défendant que Bernard a accepté de descendre dans l'arène, mais l'abbé convoqué refusa absolument de venir, déclarant que cette affaire ne le regardait pas.
Plus tard, néanmoins, cédant au conseil d'hommes éminents, sans doute de peur que du fait de son absence, le scandale ne croisse parmi le peuple et les forces de son adversaire ne s'affermissent, il consentit enfin à s'y rendre, acquiesçant avec tristesse et non sans larmes. Nous avons probablement ici une trace des critiques qui ont pu poindre sur l'implication dans les affaires temporelles de Bernard. Il est écartelé entre l'idéal monastique du retrait des affaires de ce monde et la nécessité de s'y engager. Mais l'intérêt supérieur de l'Église, que ne manque pas de souligner Geoffroy, le convainc d'intervenir, soucié d'éviter un trouble public plus grand encore, et convaincu par de sages conseils, vraisemblablement Guillaume de Saint-Thierry, et peut-être l'abbé Sugère de Saint-Denis, c'est Constant News repris par Wim Verbal qui soulève l'interrogation. En faisant tomber Abélard, qui s'en était pris au patronage de l'abbaye royale, il s'en prenait aussi à Arnaud de Brescia, qui était venu en France pour suivre son enseignement après son expulsion par le concile de Latran II, dans un contexte troublé de fin du schisme et de mouvement communal en Italie, mais aussi en France, notamment à Reims. Bernard a certainement lu les textes d'Abélard moins attentivement que Guillaume, et il assume de ne pas se mettre sur le même plan que son adversaire, celui du débat, comme champ de bataille. Une vraie confrontation s'imposait, mais aucun des deux hommes n'était capable de la soutenir. Bernard trop inquiet, paradoxalement, de ses capacités à la disputatio et hostile par principe à la confrontation d'idées. Abélard, sans doute déjà fragile et de toute façon n'ayant guère le choix. Elle n'aura pas lieu, mais Bernard, au départ contre sa volonté, pour des raisons historiques complexes aujourd'hui mieux connues, va se faire le redoutable héros épistolier des nombreux adversaires d'Abélard. Le chaos de Sens et ses conséquences claravaliennes puis romaines, en deuxième partie, adressant une requête au métropolite de Sens, parce qu'un grand concile devait bientôt se tenir dans son église, Abélard accuse l'abbé de Clairvaux de dénigrer ses livres en secret. Il ajoute qu'il est prêt à défendre publiquement ses écrits et demande que le dit abbé soit convoqué au concile pour dire ce qu'il aurait à lui reprocher. Comme à Soissons, Abélard demande à son métropolitain, cette fois-ci l'archevêque de Sens, Henri Sanglier, de le convoquer, lui et Bernard, pour clore leur querelle, de réunir une assemblée de théologiens et d'évêques devant lequel il compte se défendre de ses accusations. Mais chat échaudé ne craint-il pas l'eau froide? Abélard écrit dans l'Historia Calamitatum que Dieu m'est témoin que je n'apprenais pas la réunion d'une assemblée d'ecclésiastiques sans penser qu'elle avait ma condamnation pour objet. Je m'attendais à être, à un moment ou l'autre, traîné comme un hérétique ou un impur dans les conciles ou dans les assemblées. Mais il préfère peut-être anticiper une éventuelle convocation et hâter l'affrontement, la meilleure défense c'est l'attaque, y voyant peut-être aussi l'occasion de laver l'affront de Soissons. Il pense probablement également qu'il a des atouts dans sa manche, que l'archevêque de Sens ne lui est pas hostile, c'est peut-être un cousin des Garlandes, et c'est par son entremise que le Paraclet a été reconnu et rattaché directement au Saint-Siège en 1131. Last but not least, il a de puissants soutiens à la curie, ses anciens élèves. La date du concile de Sens a été longtemps controversée, octave de la Pentecôte, disent les textes, soit le 2 juin 1140 ou le 25 mai 1141. Une majorité se dessine dans les travaux récents en faveur de l'année 1141. Citons ceux de Constant News, mais aussi un travail remarquable, passé plus inaperçu, celui de Werner Rebel. À l'inverse du concile de Soissons, les sources sont abondantes. C'est le procès en hérésie le mieux connu du XIIe siècle, selon Michael Clanchy, et il a fait couler beaucoup d'encre au niveau historiographique. Si les travaux anciens s'étaient jusque-là surtout concentrés sur les différents théologiques, l'apport des travaux récents est d'avoir mis en avant l'aspect politique et social, Constant News, ainsi que la dimension littéraire et juridique, Wim Verbal, de l'orchestration épistolaire de Sens, Laurence Mellerin, montrant que le dossier Abélard a été savamment construit et que le livre 3 de la Vita Prima y a pris toute sa part. À les dissymétries documentaires entre les conciles soissonnais et sénonais, il faut ajouter le contraste entre les protagonistes présents et absents. Le synode provincial de Soissons est supplanté par le concile de Sens, dont la chrétienté trouve un écho à travers quelques illustres spectateurs, comme le comte Thibaut de Champagne, une foule d'innombrables nobles et de gens, sans compter le nouveau roi de France. Du côté des clercs se pressaient tous les évêques de l'archidiocèse de Sens, la plupart des évêques de l'archidiocèse de Reims, et maints religieux et sages abbés avec le renfort de doctes clercs. Ce tableau d'Henri de Sens est confirmé par saint Bernard, qui mentionne aussi la présence des maîtres des écoles des cités. C'est ici la toute première allusion à l'expertise des maîtres dans un procès d'hérésie, comme l'a montré Cédric Giraud. D'un point de vue spirituel, Bernard de Clairvaux est un acteur clé au four et au moulin pour obtenir la condamnation d'Abélard, et Innocent, bien qu'absent au concile, va jouer un rôle décisif. Geoffrey d'Auxerre écrit que le jour arriva, une assemblée nombreuse se réunit.
Bernard veut provoquer une discussion dialectique et publique avec Bernard pour la remporter et prouver sa bonne foi. L'occasion se présente le 25 mai 1141, au cours de laquelle de nombreux évêques et le roi Louis VII sont présents pour l'exposition des reliques, sans doute dans le but de récolter des fonds pour la reconstruction de la cathédrale de Sens. Bien qu'Abélard lui-même n'ait pas laissé de récit comparable à celui de son procès de Soissons, ses réponses à Saint-Bernard ont survécu sous la forme principalement d'écrits théologiques. Une apologie incomplète, répondant point par point aux accusations, une confession plus générale adressée à tous les ecclésiastiques et enfin la confession de foi à Héloïse. Ces titres trompeurs ne sont pas des aveux de culpabilité, mais bien des manifestes qui défendent vigoureusement ses positions. Dans les 3 textes, il accuse Bernard de pervertir la justice et plaide aussi de ne pas avoir écrit ce dont on l'accuse. Face à lui, comme l'écrivait Michael Clanchy, les lettres de Bernard contre Abélard sont aussi de brillantes créations littéraires. Il était le Cicéron de l'Église, un procureur et un avocat d'une puissance et d'une ingéniosité verbale extraordinaires. Geoffroy ne mentionne pas cette intense activité épistolaire, hormis l'écrit au pape, pour montrer la grande clairvoyance de Bernard et peut-être sa grande déférence au Saint-Père. Comme il l'atteste dans une lettre au pape Innocent, où il expose toute l'affaire de la façon la plus exhaustive et la plus lucide, nous dit Geoffroy. Les lettres préconciliaires ne sont effectivement pas évoquées. Geoffroy mentionne seulement la lettre que Bernard, numéro 190 dans le corpus de ses lettres, dont la Disputatio sert de base à l'accusation, dans laquelle il fait la liste des thèses d'Abélard condamnables, liste qui correspond à celle faite par Guillaume, probablement complétée par Thomas, ancien abbé de Morigny, qui avait accueilli la rencontre de 1131 et qui s'est rallié à Bernard, probablement pour retrouver son abbatiat dont l'avait chassé, point intéressant, l'archevêque de Sens. Dès lors, pour paraphraser Geoffroy d'Auxerre, l'affaire est-elle présentée de la façon la plus complète et la plus lucide? La question a divisé les historiens. Si la lettre à Innocent II a suscité un commentaire à la fois approfondi et équilibré de Gastaldi, selon Laurence Mellerin, le jugement de Pierre Aubé sur cette lettre est bien sévère, texte bâclé d'un homme pressé qui n'a qu'une connaissance de seconde main d'une pensée difficile. C'est seulement après l'ouverture du concile que Bernard semble exposer au grand jour les erreurs d'Abélard, ce que contredit Béranger de Poitiers, étudiant d'Abélard, qui fait mention d'un repas bien arrosé la veille, où les évêques se mettent d'accord sur la condamnation à prononcer. Le serviteur de Dieu, dit Geoffroy, produisit aux yeux de tout le monde les écrits de ce Pierre et désigna les passages erronés. Parmi les propositions abélardiennes mises en accusation à Sens, je prendrai rapidement 2 exemples, la question de la foi et le pouvoir de lier et de délier. Comme le montre Christophe Grélard, Abélard, dans la première partie de sa carrière de théologien, s'intéresse surtout à la justification rationnelle du dogme trinitaire. Il y a un tournant moral de la théologie d'Abélard et l'éthique, sans doute son ultime texte rédigé, est vraisemblablement représentatif des préoccupations profondes d'Abélard au moment où il arrive à la fin de sa carrière, vers 1138. La date de l'Éthica peut être établie de façon assez fiable, notamment parce que le titre de l'œuvre, « Connais-toi toi-même », mais sans doute pas son contenu, est connu de Guillaume de Saint-Thierry et Saint-Bernard en 1140. La fides n'est pas le point fondamental du concile de Sens, c'en est l'un des aspects, mais qu'est-ce qu'on reproche à Abélard? Vers 1133-1135, Abélard défend sa théorie de la fides comme estimation dans les sentences, qui traduisent un état indubitable de la pensée d'Abélard à cette période, mais aussi dans la Theologia Scholarium. Il y a un sens philosophique de la fides, le sens de l'assentiment certain, mais pour son malheur, Abélard ne l'écrit nulle part. Il dit que c'est ce qui est tenu par l'esprit, au point de ne pas en douter. Deuxième malheur, c'est de mettre sur le même plan l'opinio et la fides. Au concile de Sens, on lui reproche un autre livre de sentences, peut-être une reportation de notes d'étudiants, mais il en refuse la paternité, dans laquelle la fides est à rapprocher de l'estimation. Ce n'est pas une connaissance sensible, mais une conjecture, une confiance sur des objets présents ou futurs que l'on ne voit pas. Le livre des sentences comporte un exemple illustratif. Je crois que le roi est à Paris. La royauté est alors itinérante et le roi Louis VI était souvent à Orléans. En mettant sur le même plan fides et opinio, estimation, en établissant une confusion conceptuelle entre profane et religieux, ce qui est inacceptable pour un théologien comme Guillaume de Saint-Thierry, ce texte a pu mécontenter Bernard de Clairvaux, qui, à leur tour, vont spécifier que la foi est un assentiment volontaire. Dès le début de sa théologie, dit Bernard, ou pour mieux dire de sa stupidologie, il définit la foi comme une pensée, comme s'il était permis à chacun de croire et de parler en cette matière selon son propre plaisir, comme si les mystères de notre foi dépendaient de l'incertitude des opinions des hommes, si légères et si diverses, comme s'ils n'étaient pas fondés sur une vérité certaine.
Bernard va plus loin que Guillaume et s'en prend au maître parisien, qui ne se fait pas diriger par l'autorité de l'Église ou de la tradition, mais par l'originalité de ses propres inventions. Afin de réfuter cette attitude, Bernard ne fait appel qu'au seul argument qui peut être invoqué, l'autorité de l'Écriture. Bernard donne la pleine mesure de sa force rhétorique dans ce passage. Il brosse une caricature d'Abélard qui ne correspond pas à la réalité. Selon Christophe Grélard, c'est un texte assez faible et malhonnête qui procède par une réduction au scepticisme. La disqualification comme sceptique repose sur l'assimilation de l'estimatio avec l'opinio et donc avec l'incertitude. La psychologie de la foi chez Abélard, dit Bernard, conduit à faire de la foi une opinio, donc introduit un doute, ce qui est incertain par définition. On reproche à Abélard d'introduire l'incertitude dans la foi, et dans cette conception générique, Abélard réduirait la foi à une croyance parmi d'autres. L'arrière-plan général est la critique par Bernard du monde des écoles, du mélange entre logique et théologie, au mépris de la séparation entre sacré et profane. Le but de Bernard est d'interdire le domaine de la foi aux philosophes, et pour lui, Abélard représente ce danger de l'introduction de l'incertitude, du scepticisme. L'usage de la notion d'estimatio dont Abélard semble être l'auteur déclenche, en tout cas durant la période 1130-1140, un véritable débat nouveau, conduisant à de nouveaux problèmes que les théologiens, malgré les garde-fous qu'ils vont ériger, sont obligés d'affronter. Non pas simplement le rapport classique foi et raison, mais le problème psychologique de l'acte de foi. Ce à quoi répond notamment Guillaume de Saint-Thierry, qui développe une véritable réflexion sur la foi comme vertu théologale. Il a une connaissance assez précise des textes d'Abélard, et il avait bien perçu le point, à savoir que si l'on pousse la logique d'Abélard jusqu'au bout, la fides n'est plus une vertu théologale. Bernard a repris ce qui a été écrit par Guillaume et a ajouté sa verbe rhétorique. Bref, on laissa à celui-ci, Abélard, le choix ou de nier qu'il était de lui, ou de corriger humblement son erreur, ou de répondre, s'il le pouvait, aux arguments ainsi qu'aux témoignages des saints-pères qu'on lui objecterait. L'abbé et l'écrivain s'en prend en réalité à l'image d'un Abélard qui considère la foi et les textes de la foi de l'extérieur. On retrouve également l'argument d'autorité qui avait déjà été reproché à Abélard au concile de Soissons. Par un jeu de miroir déformant, Soissons est convoqué comme un dangereux précédent et par un prisme déformant, Abélard en hérétique impénitent, dangereux hérésiarque. Les germes de cette condamnation finale d'Abélard sont bien présents à Soissons 20 ans plus tôt. Abélard n'a jamais voulu prendre ses distances par rapport au dogme de l'Église il se soumet régulièrement, notamment concernant le pouvoir des clés. Mais lui, ne voulant pas se rétracter, ne pouvant pas non plus résister à la sagesse et à l'Esprit Saint qui parlaient contre lui, pour gagner du temps, en appela au sans-siège apostolique, à la suite de quoi l'éminent défenseur de la foi catholique l'avertit qu'il pouvait répondre en toute liberté, en toute sécurité, sachant que rien désormais ne serait entrepris contre sa personne. Il serait simplement écouté et supporté avec la plus grande patience et ne serait frappé d'aucune sentence. Mais cela aussi, il refusa catégoriquement. La version que donne la Vita Prima est celle d'une assemblée respectueuse de l'homme et de la procédure. Or, on a le témoignage de Béranger qui nous dit, même si le texte est soumis à question, qu'il a préparé son coup, si la Vita Prima est une source sujette à caution par sa nature même, sa caricature, l'apologia, l'est aussi. La possibilité de se défendre n'a guère été possible pour Abélard. Pierre Aubé parle même de souricière, de stratagème honteux, et Jacques Verger de traquenard. Contrairement à Soissons, lors d'une dispute avec Albéric de Reims, Abélard suggérait que la providence divine était de son côté en le faisant tomber opportunément sur l'autorité que l'ancien élève d'Anselme Delon lui reproche, même Dieu n'est plus de son côté, puisque l'étincelle divine de son talent oratoire semble s'être évanouie. Il avoua plus tard aux siens, dit-on, qu'à cette heure, sa mémoire s'était presque entièrement troublée, sa raison s'était obscurcie, et sa présence d'esprit l'avait déserté. Dans son chemin de croix, est-ce la posture christique de se draper dans le silence, tel Jésus face à Pilate, que choisit Abélard? Frappé de stupeur ou d'une maladie, défait, sonné, hébété, selon Béranger, chaos. Et peut-être pris au dépourvu, Abélard refuse de s'expliquer et de se soumettre à l'autorité des évêques. Il en appelle à Rome où il projette de se rendre. Maladie réelle ou maladie imaginaire, cette mention a en tout cas fait beaucoup gloser, car elle ne ressemble pas à l'homme qui veut se battre dans l'arène des joutes dialectiques. Quand Bernard a reçu le premier la parole et qu'il a commencé à lire la liste des sentences condamnées, Abélard a dû comprendre que la discussion s'était transformée en procès juridique. Il ne pourrait pas être question d'une défense dialectique. Il interjetait appel au pape avant même que Bernard eût fini sa lecture. L'affaire prit ainsi un tour juridique. S'il s'agit d'une stratégie silencieuse, elle est peut-être habile, probablement conseillée par ses partisans à la curie, Hyacinthe Bobonne. En réalité, croiser le fer ou porter l'affaire là où les choses se décident en dernier recours, à Rome.
Geoffroy d'Auxerre assure qu'Abélard n'avait rien à craindre et qu'il aurait eu droit à une audience équitable. Mais ce dernier n'a-t-il réellement pas craint d'être lynché? À Soissons, il y avait échappé de peu. Et à la lumière des précédents lynchages, le témoignage d'Othon de Fressing est plus crédible que celui de Geoffroy. Abélard, affirme-t-il, refusa de répondre à Sens et en appela à Rome parce qu'il redoutait un soulèvement du peuple. Le concile s'arrête, il n'y a pas eu de débat. Puisqu'Abélard avait interjeté appel au pape, aucune action ne pouvait plus être entreprise contre lui. Mais le subterfuge tourne à court et Bernard parvint à retourner la situation. Par son émissaire, Nicolas de Montiramet, il prend de vitesse Abélard et obtient du concile la condamnation des idées de Maître Pierre, qui est réduit définitivement au silence par le pape. Une seconde fois, la plupart des 19 propositions attribuées à Abélard et condamnées par le concile de Sens concernent la Trinité, à l'instar de son ouvrage à Soissons. Le pape Innocent II met fin aux derniers espoirs du condamné en rejetant son appel à Rome par une bulle pontificale le 16 juillet 1141 qui confirme la sanction doctrinale. Sur la base de ce que dit Bernard, il condamne Abélard, lui impose le silence, de se retirer dans une abbaye. Comme il se trouve proche de Cluny, Pierre le Vénérable lui propose de s'y retirer. Qui était accusé d'hérésie avait besoin d'un refuge sûr, ce qu'offraient les monastères avec leurs murs de pierre et leurs portes fortifiées. Je vais conclure, si vous m'accordez un instant. Il accepta cette fois-ci l'asile offert. Pierre le Vénérable recueille Abélard à Cluny et obtient la levée de son excommunication. La cause semble donc entendue. Échec et mat pour le moine noir Abélard face au moine blanc Bernard. Pas si sûr. Car en matière de stratégie, l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, s'est avéré fin tacticien et son intervention en 3 temps, un coup de maître. Tout d'abord, du vivant d'Abélard, son intervention auprès du Saint-Siège et la possibilité de le réconcilier avec l'Église, mais aussi avec Bernard, ce que les 2 hommes n'ont probablement pas fait de gaieté de cœur. Ensuite, une fois le décès survenu, son récit quasi hagiographique de la fin sublimée d'Abélard et l'épitaphe qui lui consacre semble de nouvelles pierres dans le jardin de l'abbé de Clairvaux, qui consacre l'idée d'une victoire à la Pyrrhus pour Bernard, dont le prix à payer fut la contribution à sa légende en clair-obscur qui a ralenti son procès de canonisation. Geoffroy d'Auxerre va pourtant s'employer pour enfoncer le clou du cercueil, ou plutôt du crucifié qu'était Pierre. Comme l'écrivent Laurence Mellerin et Raphaël Facetta, les chapitres 13 et 17 abordent certains aspects plus discutables et discutés de la vie de Bernard, ses interventions contre Pierre Abélard, mais aussi contre le théologien Gilbert de la Porée et le prédicateur itinérant hérétique Henri de Lausanne. En les disposant ainsi à la suite l'un de l'autre, Geoffroy suggère que ces 3 personnages appartiennent tous plus ou moins à la même engeance. Dans toutes ces affaires, Geoffroy appuie sans réserve l'action de Bernard. Les préoccupations de Bernard n'étaient pas uniquement théologiques, elles sont aussi politiques et sociales, comme l'a magistralement démontré Constant News. Les préoccupations de Bernard avaient une dimension politique importante. Il était préoccupé par le fait que les enseignements d'Abélard risquaient de déchirer l'Église dans un schisme aussi grave que celui provoqué par Anaclet. Nous avons échappé au rugissement de Pierre le Lion, Pierre Léoni pour la famille d'Anaclet, occupant le siège de Simon-Pierre, mais nous avons frappé contre Pierre le Dragon. J'avais une belle iconographie à vous montrer, mais elle n'y est pas. La réforme grégorienne produit en fait des insatisfaits qui trouvent qu'elle ne va pas assez loin jusqu'aux origines. Le problème, là encore, est les hérésies évangéliques qui se développent à cette époque et qui contestent, par exemple, le pouvoir des clés. Il s'agit de la possibilité d'accorder la rémission des péchés qui a été transmise par le Christ aux apôtres. Les évêques, en tant que leurs successeurs, en sont légataires. Mais est-ce un pouvoir qui a été confié à l'office épiscopal ou à la personne de l'évêque qui doit en être digne pour en bénéficier? Est-ce qu'un mauvais évêque bénéficie quand même de ce pouvoir de pardonner les péchés? Abélard pense que non et penche pour la seconde solution. La dignité du titulaire est nécessaire pour recevoir ce pouvoir des clés qui délie les péchés. Alors que l'Église, elle, penche pour la première solution. Elle veut asseoir l'institution épiscopale comme garante de la continuité apostolique, par-delà la défaillance éventuelle de ses membres. Abélard veut introduire une restriction, mais il appelle néanmoins les fidèles à l'obéissance, car il ne faut pas, selon lui, ajouter à une injustice. Un mauvais évêque vous a mal jugé, par exemple, la désobéissance. Il faut faire confiance à Dieu. La justice divine pourvoira à réparer l'injustice humaine. Pour Abélard, il faut éviter les effets sociaux du péché, en un mot, le scandale. Le maintien de l'ordre public est un argument typiquement abélardien. C'est en ce sens qu'on peut parler de rebelle orthodoxe, car il se soumet à celle-ci, et c'est une croyance sincère. Mais il est difficile à dire, et je terminerai là-dessus, si Abélard a eu conscience du potentiel subversif et des implications sociales de désavouer des clercs dont les impérities seraient patentes, en affirmant qu'il faut se conformer quand même à leurs prescriptions. Comme me l'indiquait Christophe Guérillard, Abélard semble essayer toujours de ne pas aller trop loin. En même temps, il y a chez lui une volonté constante de dire ce qu'il pense juste. Il semble avoir conscience du danger et ne va pas trop loin par rapport à cette porosité entre réforme et hérésie. C'est un réformateur, mais ce n'est pas un révolutionnaire, qui se situe pourtant sur la ligne de crête
du mouvement réformateur évangélique, et il y a des résonances avec certaines thèses par rapport à Arnaud de Brescia, qui lui va beaucoup plus loin, puisque le pape Eugène III, ancien moine de Clairvaux et obligé de Bernard, fut même chassé de Rome par des émeutes populaires auxquelles Arnaud fut mêlé. Bernard ne qualifie toutefois pas Arnaud d'hérétique, mais simplement de fauteur de schisme. Conclusion, en 2 mots, voir Rome et mourir, la fabrique de la sainteté et de l'hérésie. Tous les chemins mènent-ils à Rome? Non et sic. Dans sa lettre au cardinal Albinus vers 1180, Geoffroy décrivit l'autodafé des ouvrages d'Abélard à Rome en 1140 sur ordre d'Innocent II, où qu'on put les trouver. Mais Guy de Castello, qui fut pape, légua son sic et non et sa théologie sans être inquiété. Tous les ouvrages n'ont donc pas été brûlés. Symbole du fait qu'Abélard, l'adoubé chevalier emblématique de la Renaissance des années 1150, par la postérité, connut un ultime malheur au cours de sa vie tumultueuse, déçu et déchu de son piédestal scolaire par les efforts de Bernard et post-mortem de Geoffroy d'Auxerre par son génie éditorial. Génie qui a consisté notamment pour la branche cistercienne de Clairvaux à un gommage des aspérités des textes. L'esprit d'orgueil est mauvais, mais la simulation de l'humilité est pire. L'esprit de vaine gloire est mauvais, mais la simulation de la sainteté est pire. Il n'y a qu'un pas entre vision extatique et frénésie de péché, écrit Umberto Eco. Peut-on reprendre cette formule et l'appliquer à Bernard en se demandant s'il a franchi ce Rubicon avec Abélard en se montrant excessif? C'est l'avis de certains contemporains, comme Othon de Fressing. Dans ce schéma ou cette opposition binaire, ce couple infernal d'opposition irréductible, on retrouve l'antagonisme gémellaire précédemment évoqué. Comme de faux jumeaux, se construit en double inversé, en face à face. Sainteté et hérésie sont 2 facettes d'un même prisme, celui de l'ordre et de l'unité voulu par l'institution ecclésiale, qui se singularise et s'affirme au cours du XIIe siècle. Comme l'écrit avec force Robert Moore, les quelques cas d'hérésie qui se firent jour dans les années 1140 différaient beaucoup les uns des autres. Tous, néanmoins, participaient de ce plus large processus de définition et de remise en ordre de l'Église et doivent être compris en relation avec lui. Je vais arrêter. Je termine, si vous me le permettez, par une dernière phrase. On peut se demander si, malgré tous les efforts éditoriaux de son hagiographe, du duel entre le savant et le saint, c'est-il finalement le duo avec la très sage Héloïse qui l'emporte dans les mémoires. Car si le couple formé avec son ancienne étudiante a gagné les cœurs, il a également permis d'obtenir un statut légendaire. Les voies du Seigneur sont impénétrables et de Roma à Amor, il n'y a qu'une anagramme, et le romantique semble l'avoir emporté sur le roman de Bernard, initié de son vivant par Geoffroy. Finalement, c'est loin de ces démêlés malheureux avec Maître Pierre et du tumulte de son siècle que Bernard fut surtout bien heureux de son vivant dans son environnement monastique. Comme l'écrivait Brédérault, c'est là en effet qu'il était chez lui, malgré ses escapades dans le monde, c'est là finalement qu'il devint un saint. Voir Rome et mourir, sic et non. Merci à vous et désolé pour avoir dépassé. Désolé également parce que le diaporama n'a pas du tout fonctionné, je ne sais pas pourquoi. Bon, est-ce que nous reprenons une discussion, sachant que normalement nous devrions reprendre la séance à 11h30? Quelques questions? Non. Allez, pause. Toutes mes excuses.